Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Cette semaine, je suis accompagnée de 4 journalistes de Médias Ténois en ordre alphabétique. Nelly Guidici, Denis Laure, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Non. Alors, que se passe-t-il cette semaine dans les territoires du Nord-Ouest et aux alentours? Au programme de cet épisode d'Info Hebdo, on va parler de centre d'accueil temporaire pour personnes itinérantes, système d'élection ténois, activités contre la dépression hivernale et retour d'artefacts autochtones depuis le Vatican. On commence à Yellowknife avec toi, Cristiano. Un nouveau centre d'accueil temporaire pour personnes itinérantes va ouvrir ses portes sous peu à Yellowknife. Alors, tu sors d'ailleurs tout juste de la visite. Alors, parle-nous de ce nouveau lieu installé juste à côté du site de Folk on the Rock. Oui, tout à fait. Donc, c'est un nouveau centre d'hébergement situé juste à l'entrée de la ville, dans un bâtiment modulaire qui est installé là près de l'aéroport et de ce qu'on connaît comme le parking du festival Folk on the Rocks. C'est vraiment à côté du festival. Mm-hmm. Et donc, d'ici en quelques jours, il va ouvrir et il pourra loger jusqu'à 24-25 personnes qui vivent actuellement en situation d'itinérance. Dehors, ouais. Oui. Donc, l'objectif n'est pas exactement d'offrir un refuge d'urgence, mais un endroit plutôt stable où les résidents auront du temps, de l'accompagnement et voilà, une ambiance, un environnement calme pour commencer à reconstruire leur vie. Mmh. L'ouverture est prévue pour la prochaine semaine. Donc avant Noël. Avant Noël, oui. Avant les fêtes. J'ai fait une visite ce matin, ils ont fait une visite avec les journalistes. Voilà, il y a 24-26 chambres. Okay. Ce sont des chambres petites, mais j'étais plutôt bien impressionné en fait. La chambre, chacune a une télévision, donc ils ont une excellente cuisine. Une lavanderie il paraît qu'il y a des conditions pour qu'ils passent au moins un hiver sécure et au chaud. Mmh. Ouais, donc il y a des salles communes, une buanderie, laverie, une cuisine, tout ça en commun. Oui, c'est drôle parce que de l'extérieur, on comprend que ce sont des conteneurs, que c'est un immeuble modulaire. Mm-hmm. Mais lorsqu'on entre, on se sent comme dans un bâtiment normal. Mm-hmm. Donc c'est très bien dessiné. Ça, oui. Et voilà, ils sont maintenant à finir les derniers préparatifs pour accueillir les premières personnes. Et alors, c'est la Women Society qui a été choisie pour s'en occuper, pour gérer cet endroit. Pourquoi cette association plus particulièrement ? Le gouvernement a choisi la Yellowknife Women's Society parce qu'en gros, elle travaille depuis longtemps avec des personnes, disons, marginalisées, dont elle est souvent exclue des services habituels. Et sa directrice générale, Arlene Ash, voilà, elle dit que ce centre cherche à offrir cette stabilité, cette dignité, cette sécurité à des résidents, à des gens qui font face à des obstacles importants, des santé mentale, des traumatismes, des problèmes de consommation aussi. Et donc, simplement le besoin d'un lieu plus tranquille que les refuges traditionnels, en fait. C'est ça qu'ils veulent offrir aussi. Et donc, pour l'organisme, en gros, ce centre vient combler une lacune dans tout le système d'hébergement de Yellowknife. Mmh. Et alors, avant l'ouverture, qu'est-ce qui se passe ? Que tu nous dis que ça va ouvrir donc la semaine prochaine. Oui. Qu'est-ce qui se passe là ?
Donc, ils sont encore en train de former une équipe qualifiée. Ils sont aussi en train de de clarifier un peu les admissions et à organiser la planification des cas. On sent encore qu'ils sont en train de faire de préparer les derniers détails dans tout l'espace. Et donc, l'idée, c'est que dès les premiers jours, les résidents aient accès à des services complets et intégrés. La directrice, Arlene H., elle a été là, elle a parlé aux journalistes. Elle a dit que le but est vraiment d'accueillir les gens dans un environnement calme et respectueux. Elle dit que c'est important que les gens, que les nouveaux résidents de l'Axe se sentent valorisés et écoutés. Parce que le but, en fond, c'est faciliter leur transition vers un logement durable dans l'avenir. Oui, c'est une transition, c'est pas quelque chose de définitif. Oui. On espère que une 20aine de places, ça semble pas beaucoup. Oui. Y a quand même beaucoup de gens dehors. Donc tu vas suivre un peu la situation pour nous et j'imagine qu'il y aura peut-être un bilan au bout de quelques mois. Ah oui, sûrement. Voir comment ça se passe. Merci Cristiano. Merci. On passe à toi Denis. Cette semaine encore, tu décortiques pour nous le système électoral ténois. Alors le 3 décembre à Yellowknife, la commission de délimitation des circonscriptions électorales des territoires du Nord-Ouest commençait. Une série de consultations va s'étendre jusqu'au 12 janvier. Alors déjà Denis, c'est quoi l'objectif de cette consultation ? L'objectif, le mandat que l'Assemblée législative a donné à la commission de délimitation, c'est de réajuster le nombre de circonscriptions et leurs limites en lien avec les changements démographiques de la population au TNO. Par exemple, Betchoko et Yellowknife, particulièrement Yellowknife North, ont augmenté de population alors qu'il y avait moins de mouvement dans le reste des TNO. Alors, ce que l'Assemblée fait, elle a dicté une règle pour que la population de chaque circonscription soit équilibrée. Tu prends le nombre d'habitants des TNO, tu le divises par le nombre de circonscriptions, puis ça te donne une moyenne. Alors, l'écart entre la population d'une circonscription, puis cette moyenne-là, ne doit pas être plus que 25%. C'est pas évident, c'est pas facile. Par exemple, actuellement, tu as Yellowknife North qui dépasse à 73%. À l'autre bout du spectre, tu as Inuvik Twin Lake, par contre, qui était à 37%. Ça veut dire que si tu votes à Twin Lakes, ton vote vaut plus que celui de Yellowknife North ou celui d'ailleurs au TNO. OK. Alors, on veut équilibrer cette parité-là avec une homogénéité géographique, culturelle, idéalement. Tu ne mets pas un village du Satou dans une circonscription du Decho. Il y a des cas où il aurait fallu diviser un immeuble en deux circonscriptions. Alors, c'est pas évident de jumeler ces deux règles-là. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on peut changer dans ces délimitations? Il y a un rapport intérimaire qui est sorti le 3 novembre. Il propose 4 modèles de transformation à 19, 20, 21 et 22 sièges. C'est juste des modèles, on peut juste réfléchir sur ça, mais je trouve quand même que dans le rapport, il donne beaucoup de force à ces modèles-là. Dans chacun des modèles, il y a tout le temps au moins une nouvelle circonscription à Yellowknife. Et donc pour l'instant, la commission en endosse aucun, mais ils sont proéminents, puis ils vont être discutés dans les rencontres qui se poursuivent dans les différentes communautés des TNO jusqu'au 12 janvier. Et donc, ce 3 décembre, une trentaine de mémoires ont été déposées et sont disponibles sur le site de cette commission. Est-ce que tu peux nous donner une idée de l'éventail des propositions? Oui, ce qui est drôle, c'est que la plupart, il y a à peu près 35 mémoires qui ont été faits. Puis je pense qu'il y en a plus qu'une quinzaine, c'est des gens de Ingraham Trail qui veulent pas être rattachés à TDN. Ils veulent rester dans Yellowknife North. Par contre, il y a des propositions. Tu vois, il y en a une qui m'a vraiment intéressé. Le monsieur s'appelle Ron Brown. Puis lui, il dit qu'on devrait descendre à 16 ou 17 sièges alors qu'on est 19 actuellement. Sauf que ça, c'est quelque chose que l'Assemblée a dit. Non, on peut pas descendre en bas du nombre de sièges actuels.
Mais ce que le monsieur écrit, c'est très bien articulé, il dit chaque dollar qu'on donne à l'Assemblée législative, c'est $1 de moins pour le logement, c'est $1 de moins pour les infrastructures publiques. Puis, en fin de compte, il dit aussi que les citoyens, beaucoup d'entre eux, sont représentés par des gouvernements autochtones, donc 50% de la population à peu près est autochtone. Ces gens-là sont déjà représentés par des gouvernements qui coopèrent avec le GTNO, donc ça serait inutile de mettre des sièges de plus. Merci beaucoup, Denis. Et juste pour rappel, dorénavant, on peut t'entendre dans Territoire d'info qui sera sur notre site internet mediatenois.ca et aussi dans la grille horaire de Radio Taïga. Et tu parles encore plus en détail avec des interviews justement de ce sujet qui est pas simple à comprendre. Oui. Merci beaucoup, Denis. Et on continue avec toi, Élodie. Alors, la semaine dernière, tu nous parlais de ce terrible mal du Nord causé par ce soleil qui nous abandonne. J'ai nommé la dépression hivernale. Eh bien, maintenant, place aux solutions pour la combattre. Alors, les événements d'hiver aident beaucoup à contrer l'isolement dans les TNO. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé en couvrant ces initiatives communautaires pendant la saison sombre ? Ouais, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les gens ici refusent de laisser l'hiver dicter leur morale. Alors, malgré le manque de lumière, j'ai vu une énergie collective vraiment incroyable. Chaque événement, même les plus petits des marchés, devient un prétexte pour se voir, discuter, rire un peu durant ces heures un peu plus sombres. On sent que les habitants savent instinctivement que le lien social est essentiel pour traverser cette période et au final, ce n'est pas tant l'événement lui-même que le fait de se rassembler qui semble faire toute la différence. Et alors, il y a plusieurs marchés et plusieurs célébrations qui renforcent effectivement les liens sociaux. Alors, selon toi, quels événements jouent le rôle le plus important pour maintenir le moral des habitantes durant les longues nuits hivernales ? Je dirais que ce sont surtout les marchés artisanaux et les fêtes communautaires. Les gens y retrouvent un sentiment de normalité et de chaleur, surtout humaine. Des événements comme le NWT Handmade Holiday Market ou les ventes de Noël qui commencent pas mal maintenant, le mois de décembre, alors si ça vous intéresse. Et créer un vrai rythme de la saison. Et on peut y soutenir les artisans locaux, mais surtout, on y voit des visages familiers, ce qui brise l'isolement. La parade du Père Noël, ça, c'est un exemple qui s'est passé il y a pas longtemps. Oui, le 29. Oui, aussi joue un grand rôle. Elle rassemble tout le monde dehors, malgré le froid et l'obscurité. Puis, man, il fait fret, hein? Et rappelle que la communauté reste vivante et active. Ces moments-là donnent vraiment, je trouve, le souffle d'optimisme qu'on a besoin. On a tous besoin. En observant la façon dont les communautés se rassemblent pendant l'hiver, quelle tendance ou évolution, selon toi, pourrait-on voir émerger dans les prochaines années ? Oui, alors je remarque que les événements deviennent de plus en plus intentionnels. Il y a beaucoup, ils ne sont plus seulement festifs, mais conçus pour répondre à un besoin réel de connexion. On voit une volonté croissante de mettre en avant des artistes locaux, les créateurs autochtones et de valoriser la culture du Nord. Les communautés investissent aussi davantage dans la communauté des événements, plus d'activités, plus de diversité, plus d'efforts pour que tout le monde, famille, jeunes, aînés, y trouve sa place. Je pense que dans les prochaines années, on va vraiment continuer à voir cette tendance à transformer l'hiver en un moment de rassemblement et de solidarité plutôt qu'en une saison d'isolement et surtout via des marchés, surtout. Merci Élodie de nous ramener un petit peu de lumière dans ce temps, ce temps sombre. Ça me fait plaisir, c'est mon rôle. Cette semaine, Nelly, tu vas nous faire voyager entre l'Arctique et le Vatican parce que ce dernier s'apprête sous peu à rendre une 60aine d'artefacts autochtones et c'est une aventure entourée de beaucoup de mystères. Alors, de quel artefact s'agit-il ? Donne-nous plus d'informations. Alors, effectivement, on connaît peu de choses, mais on sait qu'il y en a 62 qui sont des artefacts autochtones, métis et inuits. Et ces 62 artefacts faisaient tous partie de l'exposition missionnaire pontificale qui a été organisée en 1925 au Vatican. Alors, pour vous remettre dans le contexte, cette exposition en 1925, elle avait rassemblé 100 000 objets qui venaient des 5 continents, qui étaient des objets considérés comme des dons
des espèces de cadeaux qui auraient été faits au pape. En réalité, selon la chercheuse Gloria Bell, avec qui je me suis entretenue sur le sujet, qui est professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études en communication à l'université McGill à Montréal. Cette exposition, c'était surtout pour mettre de l'avant les succès missionnaires de l'Église catholique partout dans le monde. Alors, donc on sait qu'il y a 62 artefacts, mais il n'y a pas vraiment de liste officielle qui indique quels sont ces artefacts et d'où ils viennent. Alors, j'en ai discuté avec Madame Bell et elle pense, pour le moment on n'est pas certain en l'absence de cette liste officielle, mais elle pense qu'il y a au moins un porte-bébé Gretchen qui fait partie de ces 62 artefacts qui vont être rapatriés. Et ce porte-bébé Gretchen, je pense qu'il vient de l'une des collectivités du delta du Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest. Alors on peut quand même se poser la question, pourquoi sont-ils rapatriés maintenant ? Alors, en fait, c'est un long processus, mais encore en l'absence d'informations ou de retour. Ce que l'on sait, c'est que cette décision, elle a été prise par le pape François, que le processus de négociation, de discussion a été initié entre le pape François et les délégations autochtones, métisses et inuites, et que je pense que ça s'est vraiment concrétisé, ou en tout cas, ça a pris une allure vraiment concrète lorsque le pape François s'est rendu au Canada en juillet 2022. Et pour rappel, il s'était rendu à Iqaluit, au Nunavut. Donc, depuis, on a un nouveau pape maintenant, le pape Léon. Lui, il a souhaité concrétiser ou en tout cas poursuivre l'engagement qui avait été pris par son prédécesseur en finalisant le retour de ces artefacts. Pour le Vatican, ce geste qui est présenté comme un don du pape aux collectivités autochtones, ce geste s'inscrit dans une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones métis et inuits. Cette notion de réconciliation, juste pour information, mais je l'explorerai dans les semaines à venir parce que c'est un dossier que je vais continuer à suivre. Donc pour le moment, on attend tous de voir le retour de ces objets qui devraient arriver le 6 décembre. Oui, c'est ça, j'allais te demander, oui, est-ce qu'on a une date précise, un moment en fait de retour dans ces collectivités d'origine ? Alors, le retour dans les collectivités d'origine, pas vraiment, mais on sait que les objets et ces artefacts vont arriver au Canada le 6 décembre 2025 et qui seront entreposés au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Tout ce qui concerne la suite, c'est-à-dire l'identification des objets, l'identification des collectivités, le processus de retour, la façon, les cérémonies qui vont entourer ce retour. Pour le moment, il y a très peu d'informations, voire pas du tout, qui ont été divulguées. J'imagine que ça va se décider, en tout cas, ça va être publiquement, on va être informé de la suite plus tard, en tout cas à partir de la semaine prochaine, j'imagine. Mais il y a quand même beaucoup de questions en suspens, il y a beaucoup de points d'interrogation, et pour la chercheuse Gloria Bell, elle regrette en fait le manque de transparence du Vatican. C'est quelque chose qu'elle avait déjà remarqué dans le passé, c'est-à-dire que la transparence, c'est pas une façon de faire de la part du Vatican. Ils mettent en place des procédures un peu opaques ou très peu, voire pas du tout, peu d'informations circulent. Selon elle, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de dialogue et plus de transparence dans cette procédure que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vais continuer de suivre, puisque pour le moment, les objets ne sont pas arrivés. Ils arrivent dans 2 jours à Gatineau. Eh ben, encore un dossier à suivre pour toi, Nelly, en espérant que le mystère se dissipe dans les semaines, mois à venir. Exactement. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine dans Info Hebdo pour de nouvelles informations. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois,
Et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Médias Ténois.